Alors, je pense que c'était la troisième ou la quatrième semaine. On était déjà en mode feu gaz, qu'on teste, et puis on voit, et puis on regarde. C'était les voisins, la famille, les amis. Et puis après, ma femme, elle a fait une page Instagram. Puis forcément, t'as déjà un argument ultra béton si t'es suisse et que tu fais du fromage à Samara, bah, t'as ce qu'on appelle une unique selling proposition. Forcément, si t'es suisse, ton fromage doit être bon, même si t'es une pive en technique. Là, il y a un truc trop cool qu'on appelle YouTube. Alors, j'ai regardé des vidéos YouTube. J'ai ma casserole de 1 litre et demi à la maison. J'allais au lait, au marché chercher du lait chez les fermiers. Peut-être qu'à Moscou, mais je suis sûr que c'est que pour une partie limitée hein, des services. C'est simple, mais dès que tu vas en région, c'est autrement plus compliqué. Et puis surtout, si tu sors du cadre, c'est compliqué aussi. Bienvenue sur le podcast de ceux qui bougent et se bougent à l'Est. Quelle que soit leur raison, ils ont franchi le pas et démarré une nouvelle vie à l'étranger. En Russie, en Biélorussie, en Europe de l'Est. Avec ce podcast, je rencontre ces personnes au parcours atypique qui ont réussi pour apprendre de leur succès, vous inspirer et vous faire voyager. Passer ça au montage. Voilà, on enregistre, donc c'est le moment de dire les Allez, conneries. c'est parti. Alors Feu bonjour gaz. Nicolas. Euh, Salut. donc on se connaît pas trop, est-ce que tu peux te présenter, tu te définirais comment? Ouh, c'est une question presque philosophique. Je me définis déjà par mon origine. Moi, je viens de Neuchâtel, Hmm. en Suisse occidentale. Je suis romain. Alors, je force un petit peu sur l'accent, mais quand même, ça se sent un petit peu. Je suis Ouais. neuchâtelois d'origine. Mais j'ai vécu les 7 dernières années en Russie jusqu'au début de l'année passée quand notre ami Vladiputz a décidé d'aller mettre son nez en Ukraine. Donc il y a quand même un petit peu d'influence russe dans mon profil. Hmm. 7 ans, ça marque quand même. Et ce qui est intéressant, c'est donc que toi, tu n'as pas entrepris à Moscou, mais à Samara. Et comment tu as atterri là-bas? Ouais, alors parce que Moscou, c'est trop facile, quoi. Il fallait un truc encore plus compliqué que la capitale moscovite. Donc moi, j'ai atterri là-bas, en fait, un peu par hasard et puis un peu par volonté. Quand j'étais à la Haute École de Gestion, à faire mon bachelor en économie-gestion d'entreprise, Hmm. je voulais absolument faire du russe. Ça faisait déjà 3 mois que j'étais inscrit à l'école Club Migros avant de commencer à la haute école de gestion pour faire des cours de russe. Et chaque mois, il me disait, Monsieur Weffler, vous êtes le seul participant inscrit, on ne peut pas commencer les cours. C'est quoi Quand ce je suis club? C'est entré à la un haute école club de pour gestion, apprendre le russe, spécifiquement? c'est une école privée de langue, quoi, grosso Ok. modo. Moi, je trouvais le russe trop joli, je voulais apprendre ça, ça m'intéressait. C'était aussi la Russie, dans mon esprit, c'était un contrepoids à l'hégémonie, l'impérialisme américain. Hmm. Donc ça m'intriguait, je voulais déjà commencer par la langue, et puis cette école privée avec un seul inscrit pour le cours de russe, c'était moi. Et du coup, quand je suis allé à la haute école de gestion, là c'était la première année qui proposait de faire des cours de russe à la place des cours d'allemand. Et comme j'ai déjà fait 2 ans à l'armée suisse en tant qu'officier, l'allemand ça jouait pas trop mal, je suis allé, feu gars, je prends le cours de russe. Hmm. Et le sucre, c'était de dire si après 2 ans de cours de russe tu t'en sors pas trop mal et puis que les notes ça roule, tu peux faire un semestre d'échange dans une des 4 villes à choix avec lesquelles on a des accords. C'est Kazan, c'est Samara, c'est Kastrama ou c'est Omsk en Sibérie. Ah ouais, Puis c'est que ce que j'ai fait, 2 ans des villes d'études. moyennes. Bah Ouais. ouais. Bon, Kazan, c'est plus d'1 million, mais ouais. Ouais, alors, les 3 villes sont Mastok et juste Kastrama, on sait pas trop pourquoi. C'est un peu Oui, c'est plus petit, ouais, France j'y suis allé. opportuniste parce que c'est un petit bled quoi. Hein, Ah ouais. en tout cas aux échelles russes, aux échelles suisses c'est déjà plus que le canton de Ouais. Neuchâtel, mais Donc pour ceux qui ne pour savent les pas, échelles russes c'est un Kostroma, petit bled. ouais, c'est dans la, pas la banlieue, mais c'est dans le nord de Moscou, à 5-6 heures de train, je dirais. Ce qu'on Voilà. appelle l'Anodor, c'est la région un peu historique où il y a tout un tas de monastères historiques de Russie. Kazan, c'est un peu plus à l'est, et Samara, juste après, c'est ça? À peu près, t'es à combien de temps de 1000 km Moscou? au sud-est de Moscou, juste en Ouais, dessous de Samara, ouais. ouais, voilà. Donc c'est 1 heure et quart d'avion à peu près. Et pourquoi tu as choisi Samara? Et ben finalement je suis pas allé à Samara, figure-toi, je suis allé Ah, à Omsk parce que c'était ah ouais, la seule ville qui était en Sibérie. Puis moi je voulais Sibérie. aucune possibilité de parler autre chose que du russe. Hmm. Puis la Sibérie, ça m'a toujours fait rêver. J'ai vu ces reportages, le mec qui était en ermite 6 mois au lac Baïkal et compagnie. Je dis, allez, c'est bon, let's go, on va à Omsk, quoi. Et puis effectivement, j'ai pas été déçu parce que je suis arrivé le 24 février, il faisait moins 25 degrés. Et puis j'étais dans un des quartiers les plus pauvres de la ville, Neftianiki. Alors, niveau dépaysement, j'étais servi. Puis effectivement, je crois pas que j'ai baragouiné un seul mot de français, d'anglais, d'allemand, Ah ouais. d'espagnol. Ça, J'ai c'est le fait que piège à du russe Moscou. Ouais. pendant 5 mois.
Et là, je peux te dire qu'en termes d'immersion, on fait pas mieux. Et puis après 5 mois, j'étais OK, quoi. Ça roulait Ouais. au niveau de la langue. Donc, je suis revenu en mode Terminator du russe, déterminé à faire quelque chose avec ça. C'est quand même une compétence un peu habituelle de parler couramment le russe. Mm. Puis, pour mon travail de bachelor à la Haute École de Gestion, je cherchais un mandant avec qui faire ce travail. Et j'ai atterri à l'Office pour la promotion économique du canton de Neuchâtel. Donc, c'est des offices qu'on a dans chaque canton suisse qui sont censés attirer des investisseurs, les accompagner dans leur démarche de développement d'affaires dans le canton qu'ils choisissent. Mm. Un peu comme Business France finalement, mais à l'échelle cantonale. Et bah, il parlait depuis une ou deux années de faire un partenariat avec Samara. Donc il parlait au niveau du gouvernement, parce qu'il y a un type de Samara qui était domicilié à Neuchâtel, qui était quand même assez politiquement exposé, et puis qui avait mis un peu tout ce petit monde à la même table. Et l'idée c'était de dire, bon, il y a un certain nombre de choses communes ou alors qui pourraient dégager des synergies intéressantes dans nos économies respectives. À savoir que le canton de Neuchâtel, c'est un canton très industrialisé à l'échelle suisse et que la région de Samara a aussi beaucoup d'industries et des industries qui auraient pu bien se combiner. Nous, on a de la machine-outil à Neuchâtel. Eux, ben, Ouais. ils construisent des roquettes puis des voitures. Ils ont du pétrole et du gaz et de la chimie. Ben, nous, on a toute une série d'industries de transformation de ces matières premières et ainsi de Ah, suite. ok. Ouais. Et donc, c'est comme ça que j'ai pu mettre un pied dans la promotion économique de Neuchâtel avec ce travail de bachelor qui leur a bien plu. Puis du coup, ils m'ont engagé comme business manager, donc de faire aussi ce que les autres collègues faisaient, à savoir d'accompagner des investisseurs étrangers, de renseigner sur les conditions cadres, sur toute une série de paramètres qui fait qu'on choisit une destination ou une autre pour établir son entreprise. Donc, à Et en Samara, parallèle, ma plus mission, spécifiquement, c'est non, ça? non, à En général, Neuchâtel, ouais. à Neuchâtel, ouais. Ouais. Et en Ouais. parallèle de ce Mm. job que j'avais à la promotion économique de Neuchâtel, l'idée c'était de faire avancer ce projet de partenariat entre Samara et Neuchâtel Ah, voilà, ouais. Mm. pour que ça se réalise. Et ça a été validé au niveau politique 1 an et demi plus tard. Et pour les besoins de ce projet, le gouvernement ne voulant pas envoyer un employé, parce que, bon, déjà sur le plan légal, c'est très compliqué, sur le plan politique, Mm. c'était suicidaire avec la Crimée à l'époque et puis Déjà, les ouais, premières à l'époque. tensions. Du coup, ils m'ont dit, mais tu sais quoi, tu crées ta propre société, on te finance le départ et puis tu développes la boîte et puis feu Ah, gaz. ok, ouais. Puis moi, bah, à 26 ans, je me dis que c'était une bonne opportunité, alors je l'ai saisie Ah, et carrément. puis Et je donc, me ça, suis expatrié pour les besoins de ce projet. c'est la société de conseil de business développement entre Samara et la Suisse, Exactement. c'est ça, ouais. Ouais, ouais. Qu'on a appelé Swiss Center Samara, qui s'inspirait d'un modèle similaire qui existe avec la Chine, le Swiss Center China, qui était Mm. avant Swiss Center Shanghai. Donc voilà, c'est un peu comme ça que j'ai atterri à Samara. S'ils avaient eu un partenariat avec Kazan, bah, je serais allé à Kazan, Ah, d'accord. sinon ailleurs. Ouais. Pas de C'est un peu regret, du par coup, hasard. Samara. Non, écoute, c'était une bonne expérience, c'était cool. Puis surtout, moi, j'ai halluciné pendant les premières années de lire des expats qui étaient à Moscou, qui me parlaient d'une Russie qui ressemblait pas du tout à celle que je vivais au quotidien à Samara. C'est deux mondes complètement différents. J'ai écouté Alexandre dans ton dernier podcast, Mm. Stefanesco, qui parle beaucoup de Moscou, de ce qu'il a vécu là-bas. Moi, j'ai une expérience très différente parce que Moscou n'est pas Samara, n'est pas les régions de Russie. Moscou, c'est vraiment comme un monde à part, quoi. Dans la Russie, quand tu penses à la Russie, il y a Moscou, puis il y a le reste, quoi. Ouais. Donc Ouais, Samara, dans ce sens-là, c'était beaucoup plus rock'n'roll, beaucoup plus sauvage. C'était un boulot de pionnier. Et puis, bah, typiquement, il évoquait dans ce podcast qu'il y avait des opportunités quand il est arrivé il y a 15 ans qui n'existent plus. Toutes les niches ont été comblées, etc. mm. Les régions de Russie, en dehors de Moscou, c'est un peu, ça suit la même trajectoire, mais beaucoup moins vite. Du coup, il y a plein de niches, il y a plein d'opportunités encore qui restent à combler. Alors, il y a aussi plein de folklore au niveau de l'administration, au niveau des dynamiques régionales de clans, de précarés, de baronnies et compagnie. Mais il y a aussi plein de choses à faire, quoi. Il y a encore plein de places. Ok. Et qu'est-ce que tu vois encore comme opportunité? Des exemples? T'as des idées encore? Typiquement, moi j'étais dans l'alimentaire avec la deuxième entreprise, donc on a un peu par hasard aussi pendant la pandémie démarré une petite fromagerie qui s'est Mm. transformée en un petit business, quoi. Bah, déjà là, il y a encore plein de choses à faire au niveau du food, tout ce qui est de l'industrie alimentaire. Ah ouais, dans la région. Ouais. Euh, À Moscou, les il y a plusieurs premières Français années, hein, qui font déjà des choses. Il y a sûrement encore et des qui font choses. des Ouais. trucs très bien, hein, mais Mm. beaucoup à Moscou, tu Ouais, à vois. Moscou, ouais, ouais. Ah, moi, je me rappelle ce Français à Moscou qui faisait des pâtisseries surgelées et autres, et puis tu peux les envoyer en région, typiquement des galettes des rois, l'épiphanie, compagnie. Ouais, ouais, tu C'est trouves de tout. bien,
Mais si tu viens directement en région avec des produits frais, ben si tu trouves un spot, une région qui est pas desservie, ben tu peux y aller encore un bout. Mhm. Je pense à tout ce qui est finalement de la bouffe premium en général. Il y a énormément de choses à faire à mon sens. D'ailleurs, c'était une des frustrations au départ quand j'étais à Samara. Moi, j'avais un pouvoir d'achat avec un salaire suisse en expatrié au départ, T'étais royal. assez fantastique, quoi. Ouais, Ah ouais. ouais, j'étais en open bar, quoi. Et t'as beau avoir un bon pouvoir d'achat, il y avait une offre finalement relativement faible si tu voulais pas juste aller sur des produits importés, qui étaient d'ailleurs surtaxés. C'était un peu mou, quoi. Et c'est en train de Mhm. s'étoffer gentiment, mais il y a encore largement de la place pour satisfaire des gros pouvoirs d'achat. Il y en a quand même pas mal en région. Ouais, plus avec les Qui ont envie de sanctions, se faire plaisir, il doit y avoir des c'est de quoi opportunités. faire. Ouais. Mhm. Ah, complètement. Par exemple, avec Et je pense à un truc, moi. le fromage suisse est autorisé encore, je crois, à l'import, mais pas le fromage de l'Union Ouais, européenne. C'est ça, ouais. parce qu'on a une diplomatie qui la joue un peu plus finaux. Du coup, on a plus ou moins repris les mêmes sanctions, mais avec 3 mois de latence. Mhm. Ce qui fait qu'on n'a pas été perçu comme ça, puis on l'a vendu comme des mesures visant à éviter le contournement des sanctions européennes. Et du coup, on n'a pas subi les contre-sanctions russes, à savoir l'embargo contre les produits laitiers et les fromages. C'est fait on nous a, on nous a enlevé tous les concurrents européens sur le marché russe, donc il restait plus que les Argentins, Ah, j'en vois pas quelques beaucoup, hein. destinations producteurs exotiques, mais sinon c'était la Suisse ou alors la Russie, qui a fait d'ailleurs des progrès En hallucinants fromage, ces 7 dernières années dans la production de fromage. ah, parfois, il y Mais a qui encore quelques mange pas. absurdités, mais ouais, il paraît que ça pourrait être. On peut trouver Ah du ouais, ça fromage très progresse, puis ça salé, progresse très tu vite. comprends Ouais. pas pourquoi, mais ouais, ouais, on peut trouver du bon. Ouais. Pour en Non, puis revenir le problème, c'est toujours la stabilité, quoi. ouais. On avait des gros problèmes au niveau du fournisseur de lait, où le lait n'était pas toujours très stable. Il y avait quand même des grosses disparités entre les fournisseurs, et c'est le premier Ouais. challenge de faire du fromage en Russie. C'est de trouver du lait de qualité qui vient pas de Pétauchno-Cléwat, mais qui peut quand même être acheminé en 3-4 heures, Pourtant, il y a tous du les matins. terrain, il y a du Ah terrain ouais, aussi ouais. pour faire Nous, du les lait. types chez qui on avait trouvé le lait, c'était l'autre bout de l'oblast de Samara. Les gars, ils partaient à minuit avec la traite du soir, et puis ils arrivaient vers 8 heures du mat chez nous pour qu'on puisse transformer, quoi. Euh, Mais ok, c'était mieux ça bon. que les paysans d'à côté qui faisaient un lait catastrophique, quoi. Ah ouais, d'accord. Donc, pour continuer sur cette expérience, tu expliques sur LinkedIn que tu n'avais aucune expérience technique, toi, dans la fromagerie. Comment tu as fait pour Ouais. assimiler les informations, pour apprendre? Quelles ont été les étapes? Là, il y a un truc trop cool qu'on appelle YouTube. Alors, j'ai regardé Ok. des vidéos YouTube. J'ai ma casserole de 1,5 litre à la maison. J'allais au lait, au marché chercher du lait chez les fermières c'était vraiment du lait fermier, quoi, qui était pas homogénéisé, qui était pas Hmm. traité, qui était pas pasteurisé. Et puis, j'ai commencé à expérimenter sur la base de recettes YouTube. Et puis après, je suis tombé sur ce gars, Siravière, qui fait des cours payants. J'ai payé un truc comme 100 euros. J'avais 16 modules de 30 minutes. Et puis, il t'apprend à faire les bases, genre la pasta filata, la mozzarella, Hmm. la burrata, la stracciatella. Il t'apprend à faire du brie, du camembert, mais un peu à sa façon, quoi. C'est assez artisanal. Sur la base de ça, après, c'est des itérations, quoi. Plus t'en fais, plus tu deviens bon, tu fais des conneries, tu corriges, T'expérimentes. etc. Hmm. Puis en 3 mois, on est passé d'une casserole d'1,5 litre à une casserole de 50 litres pour la pasta filata. Et puis j'avais dégagé ma garde-robe à l'entrée de mon appartement pour y mettre 2 gros frigos d'affinage pour faire du brie, du camembert. Et puis j'ai commencé avec la raclette. Puis là, ma femme, elle m'a quand même dit, écoute, faut que t'arrêtes tes conneries. Ça va un moment, mais là, on n'a plus de salon, on n'a plus de garde-robe, on n'a plus de balcon, il n'y a plus rien. Il y a des trucs de fromage partout, il faut qu'on trouve un local, quoi. Et T'étais c'est là encore qu'on a business pris un local développeur, en se là. disant, voilà. Ouais, moi je m'en foutais, c'était testé, on avait le truc à emballer, Euh, on avait. C'est vrai que c'était le bordel après 3 mois, on a tellement grossi, et puis ça commençait à vraiment donner bien. Moi j'avais des produits stabilisés, j'avais un bon brie, un bon camembert, même si des fois ça sortait tout bizarre, il fallait tout jeter. Puis on savait pas trop pourquoi, mais petit à petit, bah voilà, tu combles les lacunes techniques en essayant des itérations. C'est un peu comme ça que ça s'est fait, quoi. hmm. Et t'as commencé à distribuer à quel moment? Alors, je pense que c'était la troisième ou la quatrième semaine, on était déjà en mode feu gaz, qu'on teste et puis on voit, et puis on regarde, c'était les voisins, la famille, les amis. Et puis après, ma femme, elle a fait une page Instagram. Puis forcément, tu as déjà un argument ultra béton si tu es suisse et que tu fais du Ouais. fromage à Samara, bah, qu'on appelle une unique selling proposition.
forcément, si t'es suisse, ton fromage doit être bon, même si t'es une pive en technique. Et puis c'est comme ça que ça s'est donné, quoi. Mais après, c'est pas le tout de vendre une fois. Le truc qui nous a vraiment encouragé, c'est que non seulement ils achetaient la première fois, mais après ils revenaient. Donc Ouais. c'est clair, les 6 à 9 premiers mois, il y a des trucs, des fois c'était un peu bancal en termes de qualité, on n'était pas stable. Mais après un certain temps, moi je suis quand même assez carré, puis on est venu à stabiliser, puis à faire vraiment des produits de très bonne qualité, quoi. C'est ma Mhm. femme qui faisait tout l'aspect marketing. Une grosse partie de finalement du reach, on s'est fait connaître par Instagram. On n'est pas allé vraiment sur Ok. d'autres gros canaux. Et ça suffit parce que bon, le bouche à oreille, c'est un argument, c'est un outil marketing très fort partout dans le monde, mais en particulier en Russie. Ouais, surtout en région. Ouais. Et puis voilà. Ouais. Et t'es pas passé par des distributeurs supermarchés ou autres, restaurants, Non, parce tout en que nous, direct? on a gardé des volumes assez modestes, hein. Si tu veux faire des gros volumes, c'est des gros investissements aussi. Puis c'était l'idée à terme, mais au départ, on voulait tester. On voulait tester avec le consommateur final, on voulait mettre en place les process, le marketing, les emballages, les aspects réglementaires, tout ce tralala. Avec l'idée, c'est qu'après un an et demi, 2 ans, ben, on investisse dans un local de production qui ferait 5, 10, 20 fois les volumes qu'on faisait à ce moment-là. Et puis que là, on puisse aller chez des distributeurs dans des chaînes régionales. Mais quand même, si 60% de notre production partait en B2C, donc directement les consommateurs finaux qui venaient au magasin, bien sûr le site, en e-commerce, Mm. on avait quand même 40% qui partaient soit dans les restaurants, dont la plupart sont venus nous trouver eux-mêmes, après avoir Ok. entendu des consommateurs, des bons feedbacks. Mais aussi, et ça c'était un objectif dès le départ, quand on a pris le local et qu'on a vu que ça allait quand même donner quelque chose de bien, on a intégré une chaîne régionale de magasins de vin. Donc c'était déjà direct 5 points de vente. Ils ont grossi après, ils étaient à 8 points de vente. Donc ça, c'était une super reconnaissance. Puis ça faisait du marketing croisé, puisque certains clients qu'on n'arrivait pas à atteindre nous-mêmes, ils étaient clients chez eux, puis par leur intermédiaire, ils découvraient notre marque, notre fromage, puis après ils venaient chez nous. Et puis on avait aussi pu atterrir chez un des magasins en ligne les plus reconnus en termes de bio, de vraiment organique, de la bouffe super clean. Et puis nous, on était aussi dans ce trend-là. Et puis on a pu être référencé assez vite chez eux. Puis là aussi, même s'ils nous ont pas affiché avec notre marque, les gens ont quand même vite capté que c'était nous. Et puis Ah ça ouais. donnait aussi beaucoup plus de solidité à la marque et puis à la production. Ah, vous avez vite atteint une bonne réputation. Hein. Pas mal. Ouais, ouais, non, ça allait vite. Mais bon, on a bossé comme des dingues aussi. Et en termes de croissance de boîte, tu as beaucoup recruté? Écoute, c'est compliqué la fromagerie déjà en général, mais en Russie en particulier, parce que ça n'existait pas il y a 10 ans. Tu vois. T'avais les Ah immenses ouais? usines soviétiques qui avaient été prises, plus ou moins bidouillées, puis qui sortaient un truc plus ou moins correct pour Auchan ou Lenta, ou genre de gros retailers. Mais de la fromagerie artisanale, traditionnelle, à la main, genre de truc, il n'y a pas. Donc quand tu recrutes, tu dois vraiment trouver des profils où tu vas pas mettre l'emphase sur les compétences techniques, mais sur l'intellect. Est-ce que je peux lui transmettre des connaissances, les valeurs? Est-ce qu'il va me la faire à l'envers ou bien je vais pouvoir me fier à lui? Et puis bah, tu complètes le troisième pilier qui est les compétences, tu les formes de A à Z. Donc c'est un peu comme ça qu'on s'y est pris, où Hmm. finalement bah, le premier employé qu'on a eu, c'était une dame qui était notre femme de ménage les week-ends et puis qui était babysitrice la semaine. Et puis Ouais, là, ça a en commencé faisant comme bien les ça. choses, je crois que c'était un mois après qu'on ait pris le local, puis où je m'en sortais déjà plus avec les volumes et tout, il y a trop mille trucs à faire. Elle s'est fait licencier par la dame dont elle gardait les enfants. Et puis j'ai dit, bah, viens faire du fromage avec moi cette semaine. Et puis ça a bien plu. Et puis elle s'en sortait pas mal, même si c'était pas facile parce qu'elle avait déjà passé la quarantaine. On se faisait des chiffres de 8 à 10 heures, hein. Puis t'es dans la vapeur. Et puis c'est du Ah physique. ouais. C'était assez trash sur l'organisme. Mais après un moment, elle s'est habituée. Et puis elle cartonne. Puis c'est elle qui gère la production avec la deuxième collègue que j'ai engagée une année plus tard. Encore aujourd'hui. Ah là, ça Comme continue à quoi, tu tourner? vois. Ouais, ouais. On a pu vendre à un groupe régional qui a 24 restaurants, Ah ouais. qui a l'habitude, qui a des investissements à droite à gauche, et puis qui a tout de suite vu la valeur ajoutée à racheter notre production, déjà pour ses propres restaurants. Et pour continuer, là, ils sont en train d'ouvrir, ils ont ouvert le troisième point de vente, et puis ils sont en train de voir cette année pour en ouvrir plusieurs encore, selon la Hmm. stratégie qu'on avait définie pour 2022-2025. Ok. Ça a été facile la revente? Non, c'était trash. Parce que là, en plus, la C'était vraiment période trash parce que est spéciale. c'était dans la précipitation. Ouais. C'est ça, c'est 24 février, t'as l'invasion. Le 25 février, t'as le Rouble qui se
pète la gueule, mais genre hardcore. Et puis une semaine Ouais. plus tard, t'as le rouble qui en fait, si avant il était 1 franc pour 80 roubles, bah là c'est 1 franc pour 130 roubles. Donc les biens d'importation, ils ont pris le même chemin, mais en sens inverse, c'est-à-dire qu'une bagnole qui coûtait 3 500 000, elle en coûte 4 500 000 du jour au lendemain. C'est la folie sur les marchés boursiers, c'était le bordel avec ce Swift, ils excusaient partiellement. Moi, Mm, je pensais qu'ils allaient exclure totalement. Enfin voilà, c'était l'immense foutoir. Donc va revendre un business dans mm, des conditions comme ça. Nous, on avait peur en plus d'être bloqués au milieu de la Troisième Guerre mondiale. Donc c'était un petit miracle que, en l'espace de 3 semaines, on a réussi à remettre en vente, trouver un revendeur, lui transmettre tout le bazar, et puis l'accompagner après à distance. Parce que 3 semaines après avoir fini la transmission d'entreprise, nous, on prenait la route et puis on traversait la moitié de l'Europe pour revenir en Suisse, quoi. mm. Et, Maintenant, ce entre-temps, qui nous a le rouble facilité la s'est vie, c'est énormément que renforcé aussi. Tu as peut-être eu Pardon? cette chance. Le rouble s'est énormément renforcé après. Tu dis, il a énormément baissé, puis ensuite, à l'inverse, il s'est renforcé. Tu as peut-être bénéficié de ce cours Bah aussi. non, Non? bah Ça a été non, trop non, vite. nous, Ah, on s'est mince. fait entuber sur toute la ligne. Non, bah disons, on a vendu au prix qu'on voulait vendre, ça va. On a Mm, pu récupérer juste nos billes, mais avec ça, on a acheté une bagnole et puis on a pu liquider tout ce qu'il y avait à liquider. A aussi un peu aidé ma belle-mère. Et puis voilà, quoi. Mais non, c'était vraiment pas les bons timings et puis on n'a pas pu mm, bénéficier, bien au contraire. On a dû ouais. aussi vendre toutes nos possessions, l'appartement et autres en précipitation, parce que vraiment l'idée c'était de se barrer le plus vite possible. Et puis bah, quand tu vends dans la précipitation, c'est jamais bon, quoi. Mm, mm. Et il n'y a pas eu de souci pour le transfert de capital, tu parlais de Swift. Parce que c'est après qu'il y a eu des mesures pour restreindre ce genre de choses, il me semble. Alors on était en plein milieu de ça, hein, j'entends. Ouais. C'est comme on avait converti une partie de nos roubles en dollars et puis en euros. C'était la chasse au trésor pour pouvoir trouver un bancomat qui était encore fourni en euros et en dollars pour les retirer. Parce que l'Union européenne et les États-Unis, après un certain temps, avaient arrêté d'envoyer de l'argent cash Mm, en Russie. Donc, impossible de trouver des dollars, mais tu pouvais plus les reconvertir en roubles parce qu'il y avait je ne sais quel décret qui avait dit que. mm. Ouais, ouais. Non, non, c'était le Pour foutoir. On a soutenir le beaucoup rouble, perdu avec justement. tout Ouais. ça. Mhm. On Ok, on ouais. a, on a beaucoup perdu. À l'achat Ah, de la bagnole, on a perdu parce qu'on l'a payé plus cher. Au rapatriement des roubles, on a perdu parce que c'était pas le bon moment et puis il était assez faible. Même après coup, la deuxième partie, ça n'a pas compensé de toute façon. Et puis au niveau du business, si on l'a vendu plus ou moins correctement en termes de prix en roubles, au final, on aurait pu. Le plan, c'était ça, hein, c'était de pimper à fond le business, le monter à mort jusqu'à fin 2022, et puis pouvoir le vendre à peu près 4 fois plus cher que ce qu'on a vendu au final dans la précipitation. Alors Ah, c'est fait, t'avais puis moi je prévu de le regrette pas vendre, parce que t'avais prévu de le vendre avant les événements quand même. ouais, on était en train de regarder, puis de calculer, puis de préparer finalement un package, comment est-ce qu'on pourrait le vendre. Et puis on s'est dit, ben, on va déjà voir s'il y a des acquéreurs potentiels. En parallèle, on continue à le développer à fond. Donc on s'y préparait. L'idée, c'était Ok, de ouais. faire vraiment une année de, de, de préparation et une transition pour retourner en Suisse. Ah voilà, ton but, en fait, ça n'a fait que précipiter les événements, mais le Exactement. début de la guerre. Et pour quelle raison tu souhaitais rentrer? Bah écoute, 7 ans de Russie, ça va, tu te refais pas une Mhm. santé, hein, surtout si tu entreprends. Moi, je suis pas venu avec un grand groupe qui avait une grosse puissance financière, juridique, des armées d'aide qui te font ton déménagement, tes démarches migratoires. Ah non, on l'a tout fait tout seul, quoi. Donc, Ouais, c'est retirer c'est ses billets. vraiment compliqué. Et Et, puis, le départ, à l'inverse, hein, le retour de la Russie vers la Suisse, bah pareil, on l'a fait tout seul comme des grands. Mais pendant aussi ces années d'entrepreneuriat en Russie, ben voilà, t'es tout seul, t'entreprends. L'entrepreneuriat, déjà, quand t'es dans ton propre pays, dans ta propre langue, c'est compliqué. Mais là, mhm. bah, c'était d'autant plus compliqué que voilà, c'était un environnement pas super accueillant au départ. Et puis les partenaires qui avaient été choisis par les comment dire, les gens qui étaient à l'initiative du partenariat entre Neuchâtel et Samara, les gens qui étaient censés être dans l'opérationnel avec moi, en fait, n'étaient pas des gens très fiables quand on a sorti du projet assez vite. J'étais censé pouvoir m'appuyer sur ces gens au départ, et puis en fait, pas du tout. Puis je me suis retrouvé vraiment livré à moi-même en Russie, à devoir monter un projet quand même assez solide, avec du politique, avec de l'administratif et du business. Ok. Donc bref, tout ça pour dire,
c'était assez trash à 26 ans de vivre tout ça. Et puis, on a vu quand même passablement ces dernières années la situation se dégrader de manière générale, euh, politiquement parlant, beaucoup plus de répression, beaucoup plus de restrictions. Au Au niveau niveau du local? business aussi, hein? Au niveau local ou sur la Fédération de Russie? Non, général, au niveau du Ouais. pays, ça se ressentait à tous les échelons, quoi. Mais j'entends ces histoires avec Navalny, les répressions durant les manifestations, ce genre de choses, c'est quand même, Ouais, tu le mais c'est sens, plutôt quoi, même si politique, ça ouais. influence pas ton business, mais tu le Hmm. sens, quoi. C'est pas quelque chose qui était facile à vivre, je trouve, au quotidien. Il y a une forme d'oppression, l'épée de Damoclès, tu sais jamais trop, quoi. Et dans le business, c'est quand même quelque chose qu'on a vécu avec le premier comme avec le deuxième business. C'est que on a beau dire, mais l'administration t'aide pas du tout, quoi. Il y a le discours d'un côté où ils disent, voilà, on améliore les conditions, l'environnement des investissements, le truc, le machin. Au final, on te pète les nuts, mais du quotidien avec des règlements, des formulaires, des contraintes, des trucs, des machins, n'en plus finir. Moi, je pétais un câble à la fin, quoi. Pour le C'est plus fromage, par simple en exemple, Suisse. alors c'est 1000 fois plus simple en Suisse. Et puis, si c'est plus compliqué, bah, il y a toujours des gens qu'on peut payer pour simplifier pour nous, Ok. sans que ce soit à nouveau des zones grises et puis je sais pas tout quoi. Mais en général, c'est. Je te Ah, donne un c'est la zone exemple. grise en Russie, ouais, ouais, c'est J'hallucinais, la zone hein. grise. En revenant en Suisse, je me suis racheté une moto, parce qu'en Russie, t'oublies, je fais pas de moto, je tiens à ma vie. Et je devais la faire immatriculer, cette moto. Donc, je suis allé avec le gars qui me la vendait. Il a pris Hmm. sa petite carte grise. On est allé là-bas, j'ai pris un petit formulaire que j'ai imprimé sur Internet et puis qui faisait une page, je l'ai rempli, je l'ai signé. On a fait 5 minutes d'attente au guichet. La meuf a pris mon formulaire, a pris la carte grise de monsieur, on lui a expliqué la situation, que je la réimmatriculais à mon nom. Elle a pris la carte grise, a fait une maniclette dans son coin, elle m'en a sorti une nouvelle, et c'est bon, vous pouvez rouler, voilà vos plaques. Ok. Puis moi, je n'arrivais pas à percuter. J'étais, mais, puis il faut que je fasse quoi maintenant? Puis il dit, ben c'est bon, vous pouvez rouler. Je dis, mais ben oui, c'était un peu, t'es con, mais casse-toi là, c'est bon, c'est fini, il y a les autres qui attendent derrière. Ça, c'est de la science-fiction en Russie. C'est juste la science-fiction, quoi. On peut me parler tout ce qu'on veut, du guichet unique, des services centraux, des trucs, des machins. Peut-être qu'à Moscou, je suis sûr Peut-être que que c'est c'est plus que simple, pour ouais. une partie limitée des services, Ouais. c'est simple, mais dès que tu vas en région, c'est autrement plus compliqué. Et puis surtout, si tu sors du cadre, c'est compliqué aussi. Suffit que tu sois en VNG, et puis pas en RVP, ou alors que tu sois de tel pays, puis pas de celui-ci, et puis de nouveau ça complique. Moi, je me rappelle il y a 7 ans, quand j'ai voulu ouvrir mon premier compte à Sberbank à Samara, Ouais. dans le système de Sberbank pour enregistrer les nouveaux clients, dans la liste déroulante des pays, il n'y avait pas la Suisse. Donc ils n'ont Ah, pas pu me mince. créer de compte comme Suisse. Et les gars, ils m'ont mis que j'étais russe, quoi. Et puis ça allait quand même. Et tu te dis, mais les gars, Sberbank, première banque du pays, 2015, je débarque, je ne peux pas faire un compte en banque à Samara. Non, j'ai pas eu la Est-ce même que je suis expérience suisse? à Moscou, ouais. Non, alors je pense que, bon, déjà il y a 3 ans, Ouais, tandis que je moi suis arrivé c'était il il y y a a trois 7 ans. ans, 4 ans, la Mm. Russie, elle change, hein. Et puis tu es à Moscou, pas en Ouais, région. ouais. Parce qu'en plus, moi, j'avais un visa très spécifique, visa vacances-travail. Il y a moins de 100 Français par an qui le font. Et Ah ouais, pourtant, ok. pourtant c'est Ouais. passé. Ouais. C'est passé facilement. Ouais, tu vois, ça c'est Moscou, quoi. Tu vas en région, c'est déjà plus compliqué. Ok. Donc voilà, il y a un peu tout ça qui commence à nous saouler de la Russie. Et puis voilà, moi l'idée c'était de faire quelques années en Russie, mais c'était pas de faire toute ma vie là-bas. Hmm. Puis un autre aspect, c'est que tu peux développer plein de trucs en Russie, en tout cas dans les régions. Moscou, je pense, c'est un peu différent, mais tu sais jamais trop, du jour au lendemain, ça peut s'arrêter aussi. Typiquement, il y a tout un tas de choses qui nous dépassent largement. Ben, cette histoire de guerre et autres, là, t'as quand même des chamboulements, des turbulences pas possibles. Hmm. Mais ça peut être aussi la mauvaise rencontre avec le mauvais type, ou bien t'as la tête qui sort un petit peu du lot, et puis ben, il y en a un qui essaie de te ramasser ton truc. On a eu T'as vu, ouais, des histoires comme ça. Ouais. des procès fabriqués parce qu'ils ont senti qu'il y avait du pognon dans telle société. Puis après, c'est bon, on va les servir, on leur fait telle et telle affaire administrative, et puis on va essayer de gratter un bifton. C'était quoi Si t'as la comme, malchance de comme type de sortir du procès? lot, bah, c'est bon, quoi. Quel grief C'est c'était? typiquement, c'était des douanes parce qu'on n'avait pas fait telle déclaration, mais qu'on aurait dû en faire une autre, et putain, mais du coup, fallait pas l'accepter si on n'avait pas le droit de la faire, c'est quand même à vous de. Voilà, des trucs comme ça, où Ok. c'est plus ou moins fabriqué, parce que de toute façon, si tu prends la loi russe, je te donne un exemple, quand tu fais un bâtiment de production, il y a les organes du feu qui disent les fenêtres doivent s'ouvrir de l'intérieur vers l'extérieur, puis après tu as le contrôle sanitaire qui dit non, les fenêtres doivent s'ouvrir de l'extérieur vers l'intérieur.
Ok. Donc, peu importe qui te contrôle, tôt ou tard, tu vas faire faux, parce que c'est pas possible de faire juste si tu prends les lois russes, et puis tu vas devoir payer. La question, c'est qui, combien, comment, et puis avec quel risque. Donc là, c'était les douanes qui nous faisaient toute une misère pour une société où ils voyaient qu'il y avait une capitalisation intéressante. Et puis là, tu que trois options. Malheureusement, la première, c'est de payer, et puis avec le risque que dans 6 mois, ils reviennent te demander la même chose, voire plus. La deuxième, c'est de te barrer, et puis ben, voilà, tu essaies de récupérer tes billes, puis tu recommences ailleurs. Puis la troisième, c'est de te battre au tribunal pour obtenir gain de cause, et puis tu absolument aucune garantie, même si le bon sens est avec toi, même s'il y a une partie des lois qui sont avec toi, tu auras autant de juristes, autant d'avis différents sur l'issue potentielle de ton cas. Et puis, bah là, soit tu gagnes et puis tu as perdu beaucoup de temps et d'argent à te battre et puis tu Ouais. n'auras pas de réparation parce qu'on s'en fout si on a bloqué ton exploitation commerciale dans le cadre du procès, même si l'État n'a pas eu gain de cause. Ou alors tu vas perdre et puis là, tu auras perdu non seulement du temps et de l'argent, mais en plus tu vas payer l'amende et puis tu vas passer à la caisse, quoi. Puis t'auras des traces. T'as eu Donc, des cas comme c'est ça un dans peu ça les aussi qui entreprises nous que met tu mal à l'aise, accompagnais? quoi. Ouais. Ouais, ouais, complètement. Mais même chose, tu peux regarder mon profil LinkedIn, je parlais aussi de ce gars français qu'on avait engagé, qui était top, et puis qui s'est fait déporter pour une connerie similaire, parce Ah que oui, le on m'en a parlé, ouais. service Mhm. d'immigration, est un service fédéral, bah ils ont leur type précaré dans les régions, les gouverneurs ont pas grand-chose à dire, et puis de toute façon la plupart du temps ils s'en foutent, c'est leur business à eux. Et puis là, bah, c'était pour une connerie, ils avaient voulu aussi gratter un bifton, moi je l'avais envoyé péter, et puis le gars s'est fait déporter. Pour 5 ans quelle raison? d'interdiction de territoire. 5 ans, ouais. Et des Pour quelle conneries. raison exactement? Des, Des conneries. Et des conneries, c'était un point virgule, un machin qu'on aurait dû faire qu'on n'a pas fait. J'étais là. À aucun moment ça justifiait des mesures pareilles. Ça a escaladé en fait, si tu veux, parce qu'encore une fois, ils ont vu que c'était un étranger, ils ont vu qu'il était engagé dans une société étrangère, et puis ils se sont dit, mais il y a moyen de gratter un bifton, parce que c'est des petits, et puis c'est pas Nestlé ou je sais pas quoi. Donc on va les gratter. Et c'est Ok. c'est ça qui, moi, a fini par pas me décourager, mais vraiment me déranger en disant, finalement, t'as 30 ans, la trentaine, t'as plein d'énergie, tu peux développer des business. Il y a une masse de choses phénoménales à faire en Russie dans les régions, mais avec chaque fois une épée de Damoclès où si tu tombes pas sur la bonne personne, si t'as pas telle et telle protection, si t'arrives pas à faire telle et telle chose pour te prémunir de ce genre d'attaque, ben tu seras toujours dans le risque que soit on t'exproprie, soit on t'escroque, soit on t'emmerde pour des conneries. Et puis ça, moi, Bon, j'avais pas envie, quoi. Et les puis après, il y auditeurs a seront prévenus. les aspects aussi extérieurs, hein. Non, non, alors vraiment, s'il faut y aller, c'est pas des enfants de joie, des enfants de cœur. Faut y aller avec le cuir épais. Il faut bien t'entourer, puis même bien entouré. Moi, je discutais avec un gars qui était un de mes mentors, qui était propriétaire d'une immense boîte de pharmacie, de production pharmaceutique. Ils font des génériques à Samarin. C'est un des premiers à être certifié Mhm. avec les GMP, niveau international sur la Russie. Si, il brasse des millions, c'est pas des milliards de roubles. Le gars il me dit, j'ai beau faire, les lois étant ce qu'elles sont, les organismes étant ce qu'ils sont au niveau de l'État, chaque année, je budgète X millions de roubles d'amende parce que je sais qu'ils vont venir. C'est parce qu'ils ont l'ordre de gratter tant, et puis s'ils grattent pas tant, ben, c'est eux qui ont des problèmes. Et puis ils vont de toute façon trouver le petit truc, le petit machin. On a essayé en long, en large d'être complètement compliant avec toutes les règles du local, régional, fédéral, tout ce que tu veux. Ça marche pas. Donc tu budgètes X Ok. millions d'amendes, tu Bon répercutes ça conseil. sur tes marges, c'est le consommateur final qui paye. Ouais. Et pour dire, je te parle d'un mec qui est là depuis 3 générations, c'est une pointure, hein, au niveau régional, très connu. Ça change rien. Tu Mhm. passes quand même à la caisse. Alors il y en a qui vont me dire, ouais, mais t'es pessimiste, ou bien non, t'avais pas les connexions, t'as pas les trucs, pas les machins. Je suis convaincu qu'à Moscou, t'es tellement fondu dans la masse que t'as moins de risques de ce genre de choses. Mais du coup, t'as aussi beaucoup plus de compétition, concurrence. Ouais. Tes concurrents n'auront pas non plus ces C'est peut-être challenges-là à un relever. Mais, arbitrage à mais en faire. Ouais. région, c'est un risque, quoi. Donc si quelqu'un fait la démarche en région, ce que je vous conseille, c'est d'enregistrer vos entités juridiques à Moscou, ça s'est perdu dans la masse, et puis ça reste sous le radar, et puis de faire vos opérations dans les régions. Mais même Mhm. avec ça, tôt ou tard, vous allez vous faire remarquer, et puis tôt ou tard, ça peut aiguiser des appétits indésirables, on va dire ça comme ça. Ok. Alors malgré tout ça, qu'est-ce que Ouais. tu en ressors de positif? Parce que si on Au t'écoute là, niveau de la résilience, hein, c'est ouais. une école de vie phénoménale, quoi. Ouais, c'est C'est ce qu'on disait avec vraiment. Alexandre Stefanesco. Ouais. Ah ouais, tu réfléchis pas pareil. Moi, je reviens en Suisse maintenant, armé quand même d'un état d'esprit où
Bah, tu te fais pas enfiler n'importe quoi, quoi. T'as un esprit critique beaucoup plus aiguisé. T'as une flexibilité aussi, une réactivité beaucoup plus forte en Suisse en particulier. Et ça fait 150 ans de stabilité, ce qui fait que, bon, il y a eu quelques chocs pour l'économie suisse ces dernières années, ce qui fait que les PME sont quand même assez réactives, flexibles, mais pour tout un tas de trucs, ils sont quand même beaucoup moins habitués à aller très vite sur du changement, à être hyper flexible, hyper réactif, Mhm. comme c'est le cas en Russie. Moi, ça, c'est une force que je retiens de mon passage là-bas. C'est cette Ouais. adaptabilité, cette flexibilité au changement, quoi. Et ça, tu le ressens en termes managériels? T'as une vraie Écoute, ici, différence? Non? je suis pas managé des masses de gens depuis que je suis Mhm. revenu. Là, on a lancé un restaurant. Bon, il y avait une certaine équipe à gérer, mais je peux pas dire que c'était similaire à Ok, ce ouais. que j'avais en Russie. Euh, et puis, tu peux pas manager en Suisse comme tu managerais en Russie, parce que simplement, c'est un public complètement différent. En Mhm. Russie, on attend beaucoup cette démarche top-down du boss qui sait tout, et puis il y a peu de consultations. Si tu le fais, c'est bien, mais enfin, c'est toujours un risque aussi. Et puis, c'est pas dit que tu aies beaucoup de réceptivité de la part des employés, parce que ça les conforte des fois que c'est top-down, c'est le boss qui fait. Et puis, s'il fait faux, c'est sa faute. Puis, s'il fait bien, ben, on s'en fout. Moi, tu vois. Tandis qu'en Suisse, Mhm. on est beaucoup plus dans la consultation, d'impliquer, c'est du travail d'équipe beaucoup, t'es plus à piloter, un peu à guider, mais à faire ressortir le talent de chacun, et puis à responsabiliser énormément les gens dans leur zone Ok. de responsabilité, quoi. C'est eux qui se débrouillent ou c'est eux qui sont force Mhm. de C'est proposition. pas la même approche, ouais. Donc c'est des managements complètement différents. Mhm. Ok. Ah, on m'a parlé aussi d'une histoire d'entrepreneur dans le pétrole à Togliatti qui voulait faire affaire avec toi. Qu'est-ce que c'est que Ouais. cette histoire? Je peux checker sur LinkedIn, je raconte, c'est plus anecdotique qu'autre chose, mais c'est que c'est un mec qui était venu. Moi, j'avais endossé le rôle de consul honoraire de Suisse à Samara aussi. C'était un gage de confiance de l'ambassade qui étendait par mon intermédiaire son réseau dans les régions, parce que sinon ils sont Ah, je voulais essentiellement t'en sur parler Moscou et aussi, ouais. Saint-Pét. Hmm. Et on avait ouvert un petit consulat honoraire dans la ville de Samara. Et là, c'est une connaissance d'un gars avec qui j'avais bossé. Il vient en mode vraiment habillé gitan, quoi. Tu le vois avec les poils qui dépassaient de la chemise, avec la chaîne en or, les Santiago. Enfin voilà, c'était un sketch, le gars, quoi. Et le type vient au consulat, introduit par ce gars que je connaissais. Il commence à me raconter qu'il faut passer X millions par année en Suisse, sans te dire d'où ça vient, puis pourquoi, puis comment. De toute façon, quand il est arrivé, tu as déjà compris la combine, quoi. Il voulait pas en discuter au téléphone, donc tu sais déjà que c'est jamais des trucs très nets quand ils veulent pas en cause au téléphone. Ouais. Et puis voilà, le gars, il est venu au consulat pour me demander comment blanchir du fric à travers la Suisse. Ah bon, super, quoi. Je suis pas venu à la bonne adresse. C'est le consulat, c'est pas. J'allais faire une remarque sur une de nos banques, mais c'est pas, c'est pas le syndicat du crime, quoi, ici, tu vois. Donc Ah non, ouais, ok. il y a eu deux, trois petites anecdotes sympas. C'est comme, on était aussi à la fromagerie, donc on a la fromagerie puis le magasin à côté, qui était un ancien restaurant géorgien à côté de chez moi. Et puis j'avais une petite jeune qui venait en stage pour être vendeuse. Et elle venait de faire une année à Magnet ou Donc, Picture, je sais plus, supermarché. mais les supermarchés bien hard discount de Russie. Ouais. Et puis voilà, en général, là-bas, t'as une faune assez particulière, surtout quand t'es dans le petit quartier, ben, c'est un peu, t'as les alcooliques, les cassos, les bandits, et puis la population normale aussi, mais enfin, t'as toute une série de gens, des fois, pas très agréables À à Moscou, ça va mieux. gérer en tant que client. Ouais, alors là aussi, hein, des grosses différences. Moi, j'étais plus ou moins au centre de Samara, je voyais des clodos quand même assez régulièrement. Il y en a qui avaient la gueule ensanglantée quand même une fois tous les trimestres que je trouvais au pas de mon immeuble. Le parc d'à côté, il y a quand même régulièrement des alcooliques qui laissaient pas mal de cadavres de bouteilles et autres. Donc oui, c'est pas Moscou, c'est les régions. Après, ça Ok. n'empêche pas qu'on vivait très bien, puis il n'y a pas de souci. Mais toujours est-il que bah, cette petite jeune arrête de faire la caissière dans ces supermarchés Ouais. avec une clientèle relativement difficile, et elle me dit justement qu'elle cherche des trucs un peu plus stables et puis un peu plus relax, quoi. Et elle a pas envie de se fâcher avec les alcooliques tous les soirs au Magnet ou au Piturochka. Je dis, mais t'inquiète pas, nous c'est plutôt de la clientèle premium et tout, j'y vends le truc, parce qu'effectivement, on était plus classe moyenne et au-dessus, donc Hmm. profession libérale, les entrepreneurs, les fonctionnaires, etc. Et c'est ce jour-là qu'on a une cliente à moitié folle qui débarque et qui était tellement, bah, elle était complètement à l'ouest, quoi. Elle était en train d'essayer de prendre en charge le magasin et tout, nous expliquer comment on a développé le business.
quand on y a gentiment demandé de partir, elle a commencé à se fâcher. Puis on en est venu aux mains, où finalement j'ai dû la prendre et puis l'acheter hors du magasin. Et elle a encore réussi à Ok. me cracher à la gueule et à me traiter de tous les noms avant de partir. Et tout ça sous les yeux de ma petite stagiaire que je venais de réconforter, mais t'inquiète, on a que Elle est des restée. clients sympas. Ah, c'était magique, quoi. Elle a fait 2 jours, elle est partie, parce que de toute façon, pour nous, ça marchait pas. Il faut quand même Ouais. être, était toute timide. Faut quand même être vendeur, quoi. T'es dans un magasin premium, du fromage qui coûte quand même un bras, donc il faut être vachement avant, vachement extraverti. Je vois. Et donc, à quoi ressemblait ta journée typique? Parce que finalement, t'as cumulé pas mal. Tu gérais la boîte, t'étais à la prod, et en même temps, t'avais ces missions avec le consulat suisse, c'est ça? Bon, ça allait, c'est pas, ça me prenait pas des masses de temps. Le consul honoraire, c'était vraiment, tu vois, c'est une fonction honoraire. Donc ça m'a pris énormément de temps pendant les 6 premiers mois qu'on suivait ma nomination parce qu'il fallait ouvrir le bureau, mettre en place, ben voilà, les procédures, habiller aussi la façade, faire l'inauguration. On a quand même convoqué ben, tous les pouvoirs publics et puis Ouais. 150 VIP, l'ambassadeur qui était venu, là ça m'a pris énormément de temps. Mais après ça, c'était des projets plutôt ponctuels et puis c'était, si ça m'occupait une journée par mois, c'était déjà pas mal, quoi. C'était quoi? C'était plutôt sur de la communication? Ah, c'était des choses assez variées. Ça pouvait être des problématiques d'un citoyen suisse dans la région qu'il fallait Ouais. régler. Ça pouvait être d'assister au bon déroulement d'un sondage sur l'image de Suisse avec le Levada dans un de leurs bureaux locaux à Samara avec le public Hmm. retenu. L'EVADA, Il c'est y avait l'Institut aussi de sondage, c'est ça? exactement, ouais. Hmm. On a fait un sondage sur la perception de la Suisse par le public russe. Très Hmm. intéressant d'ailleurs. Ça pouvait être aussi des choses simplement orientées ou communiquées sur des infos pratiques pour la Coupe du Monde. Voilà, ceux qui venaient visiter Samara, qui était une des villes Ah ouais. hautes. Ben voilà, communiquer là-dessus, être un point de contact. Ce genre de choses, quoi. Ok, ouais. Non, sinon, ma journée, c'était plutôt fromage, fromage et encore fromage, quoi. Donc on commençait, c'était quand même, ouais, 7h30, 8h, fallait être sur place, mettre en route les machines, tout le bazar, stériliser les équipements, jusqu'à ce qu'on réceptionne le lait. Ou après, fallait pasteuriser. En parallèle, tu prépares tous les ingrédients, les bactéries, les ferments lactiques, la présure, etc. En même temps, porter le soin aux fromages qui sont déjà en chambre d'affinage qu'il faut retourner. Fallait checker les paramètres de température, de ventilation, d'humidité. Donc Hmm. voilà, il y a une partie production où moi, tantôt, je participais à la production, tantôt, je surveillais ou bien je venais juste au point clé où Hmm. vraiment faut pas merder et puis faut checker les indicateurs qui influencent sur la qualité. Puis en parallèle, moi, c'était de gérer des fois le flux des clients qui venaient au magasin. Des fois, je faisais les deux. Au début, j'avais une petite casquette, quoi, avant d'engager les gens. Bah Ouais, ouais. tu étais en train de faire du fromage, il y a un client qui vient, tu mets tout en stand-by, tu te laves les mains, tu viens de servir, tu repars à Tu la passes la prod, il y en a un porte. qui Ouais. revient, tu recommences. Voilà, c'était assez chaud. Et puis après, petit à petit, en fait, moi, pendant les 6 premiers mois, j'ai développé énormément la prod. Et puis un petit peu en parallèle, c'est ma femme qui faisait le magasin, mais c'est surtout elle qui faisait tout ce qui était de l'image marketing et puis la communication sur les réseaux sociaux. Mhm. Puis après 6 mois, j'ai pu former une ou deux personnes qui ont pu progressivement reprendre ma place à la prod. Puis là, j'ai pu aller développer à fond le magasin. Avec l'assortiment, on a rajouté 250 références de produits complémentaires finalement au fromage. C'était de l'huile d'olive, des olives de Grèce, de la tapenade. Il y avait aussi des Ah ouais. biscuits suisses, des fromages suisses. On avait du chocolat, on avait tout un tas de choses. Puis moi, j'ai développé après plutôt la partie commerce avec le e-commerce, la partie aussi distribution avec les partenaires qui revendaient nos fromages. Puis il y avait tout l'aspect logistique aussi à gérer là derrière. Et puis voilà, enfin, t'es un peu chef orchestre au début, hein, dans ces embryons Ouais, ouais. d'entreprise. Mais ce qui était cool, c'est qu'après après une bonne année, j'avais les gens à la prod, j'avais des gens au magasin, j'avais mes process, mes trucs. Et puis je passais à peu près 20% du temps. Je me rappelle le mois d'octobre 2021, j'ai passé 20% de mon temps à la fromagerie, puis 80% de mon temps à glander, quoi, parce que ça roulait, il y a tout qui était en place, et puis j'avais pas envie de me tuer parce que je savais qu'on allait avoir novembre, décembre assez fort. Donc une fois que tout ça était en place, réglementation, process, prod, vente, achat, procurement, relations clients, bah Mhm. tu t'exploites, quoi. En Donc là attendant la c'était plus prochaine ça. affaire avec l'administration. Tu Voilà, pouvais c'est ça, préparer. parce qu'il y en a toujours, quoi. Bah, typiquement, fin 2021, on s'est fait éclater au niveau des ventes, hein. 2 semaines avant le nouvel an, on avait presque plus rien dans le magasin.
Alors Ouais. que l'année d'avant, ça nous était déjà arrivé, mais beaucoup plus tard, et puis on s'était préparé à mort pour cette nouvelle année. Puis non, on s'est quand même fait éclater, quoi. On a eu des affluences, mais records, c'était hallucinant. Les gens, ils achetaient n'importe quoi. Au final, ils venaient pour acheter Swiss Please, notre marque, et puis on avait acheté, par exemple, des espèces de petits bacs en carton avec des mélanges d'épices pour faire du vin chaud. Hmm. Rien à voir avec notre pain, rien à voir avec ce qu'on fait, rien à voir avec le fromage. Les gens l'achetaient, on a doublé le prix, les gens l'achetaient, on n'a plus rien. Il restait les meubles, quoi, à la fin. Les C'est meubles assez fort, suisses, quoi. tu pouvais vendre. Voilà. Ah, t'avais développé Et- une belle image de marque, là. ah ouais, Effectivement. c'était top. Bon, puis le produit était bon, puis on était vraiment petits soins. Dès qu'il y avait un souci, on changeait le fromage. Dès qu'il y avait une réclamation, on les écoutait. On a été hyper centré sur le client, puis être aux Hmm. petits oignons avec eux, quoi. Ouais. Ouais, excellent. Donc voilà, mais Euh, tu fais, comme pour n'importe quel business au début, tu fais un peu d'admin, de finance, tu fais un peu de commerce, de vente, tu fais un peu de prod, ouais, faut être de prêt à mettre la main process. dans les pattes, ouais. Et toi, t'as une Voilà. formation de comptable à la base, c'est ça? Non, alors j'ai fait 60% comme responsable comptabilité fournisseur dans une mini multinationale qui était basée en Suisse, mais qui est Hmm. américaine pendant mes études à la Haute École de Gestion. C'est mon seul passage vraiment de comptabilité. Avant ça, 6 mois dans un Ok. garage de moto, je peux pas dire que c'était transcendant. Non, mais la haute école de gestion à Neuchâtel, on est quand même vachement bien préparé. Niveau compta, c'est assez exigeant. Donc, niveau finance, j'étais assez solide en termes de formation. Hmm. Après, c'est du bon sens, hein, j'entends. Tu checkes tes marges, tu checkes Ouais, tes ouais. coûts, tu Ouais, y a pas structures tout ça. de réelle différence que tu sois en Russie ou ailleurs, quoi. Disons, la compta, de toute façon, que ce soit en Suisse ou en Russie, la compta officielle, formelle qu'il faut soumettre, moi, honnêtement, c'est des trucs. Ça reflète que très peu la réalité qui Hmm. m'intéresse, c'est-à-dire la réalité commerciale. Combien tu achètes, Ouais, combien ouais, tu ouais. vends, combien ça te coûte les process, puis voilà, quelle est la valeur ajoutée. Donc moi, que ce soit en Suisse ou en Russie, pour n'importe quel projet, j'ai toujours fait ma comptabilité analytique où j'analyse ces choses-là, quoi. C'est ça qui Hmm. est intéressant au final. Ok. On parlait des salariés tout à l'heure. Tu penses qu'un salarié vit mieux en Suisse ou à Samara? On peut peut-être avoir une réponse contre-intuitive. C'est une super question qui est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît, en fait. Ouais. Est-ce que gagner plus d'argent fait que tu vis mieux? Ça dépend ce qu'il faut donner pour gagner cet argent-là, quoi. Si je te fais la comparaison de maintenant par rapport à il y a 1 an et demi, il y a 1 an et demi à Samara, avec la fromagerie, on avait un actif finalement qui, avec 20 à 40% de notre implication, ma femme et moi, nous amenait à peu près 5 à 6 fois le salaire médian russe Hmm. par mois, Mais avec là, un investissement qui était finalement pas ouais. énorme. Donc on vivait très bien. Finalement, tu Ça, c'est fais la cinq six casquette fois le salaire entrepreneur, ouais. médian russe, tu vis très très bien. Ouais. Non, on avait notre fille qui était un jardin d'enfants privé où elle apprenait l'anglais. C'était de 8 heures du mat à 7 heures le soir si on voulait la laisser là, 5 jours par semaine. Hmm. On avait notre temps à nous, on pouvait se payer de la bonne nourriture, des trucs premium. On voyageait tout le temps en taxi parce que ça nous coûtait moins cher que d'avoir une bagnole, mais on aurait pu s'acheter une bagnole, puis une deuxième si on voulait, Hmm. et puis payer les services et l'essence sans problème. On était dans des instituts, comment on dit, la médecine, médecine privée. Donc Ouais, dans le l'ensemble, clinique on privé, avait ouais. tout ce qu'il fallait Hmm. pour pouvoir vivre bien, voire très bien. Et puis en plus, on avait notre business à nous, donc pas de patron. Et puis on avait le champ libre pour développer à fond. Même maintenant avec la guerre en Ukraine, ça reste très intéressant. Ouais, ça, c'est. Maintenant, ça vient avec tout ce que j'ai dit, c'est-à-dire que tu as l'administration sur le dos, tu as des Ouais, règles ouais, ouais. iniques, tu as un gouvernement politique qui est franchement scabreux, que ce soit en géopolitique ou sur la politique intérieure aussi, hein. Vladimir Poutine, moi je suis pas super fan de Ah, tiens, pas de ce problème. qu'il a mis en place. Mais c'est bien, Voilà, donc ça fera un point de vue. En- en- J'ai eu un commentaire négatif après Alexandre Stefanescu, parce qu'il serait trop complaisant avec Vladimir Poutine. non, Là. mais J'avais il y a prévenu des qu'il trucs, aurait moi, des avis divergents. il y Ça a y des est. trucs, moi j'applaudis, hein, en termes de géopolitique, il s'est tapé exactement au bon endroit, il sait mettre l'hypocrisie des Européens, des Américains sous leur nez là où ça fait vraiment mal. Et puis, il y en a pas un pour rattraper l'autre. De toute façon, dans ces grandes puissances, il y a des intérêts nationaux qui supplantent les intérêts des autres nations, qu'elles soient à côté, qu'elles soient à l'autre bout Ouais, de la ouais. planète. Et puis, c'est chacun fait la guerre pour les ressources, etc. En tout cas, moi, j'ai Je pas viens une d'analyser des nations. vision Ouais.
idéaliste Ouais. de la race humaine, quoi. On est des sales bêtes à la base. Donc, c'est normal que d'un côté comme de l'autre, on manipule, on monte, on vole, même si on veut nous faire croire qu'en Europe, on est tout gentil, tout beau, que les Américains sont nos amis. Celui qui croit encore ça, faut qu'il voyage un petit peu, quoi. Ça marche pas comme ça. Mais de là à cautionner les événements du 24 février, puis ce qui s'en est suivi, ouais, c'est quand même pas facile. Et puis, indépendamment de ce qui se passe en Ukraine, moi, ce que j'ai vécu avant les événements du 24 février en termes de politique intérieure en Russie, il y a quand même tout un tas de choses qui sont tout à fait détestables. La kleptocratie, le copinisme, enfin le copinage, les dérives des gouvernements locaux en région, le dysfonctionnement crasse des institutions de l'administration. Je sais qu'en France, d'après ce qu'on entend dans les news, c'est pas toujours glorieux, mais enfin, je pense que ça marche quand même vachement mieux qu'en Russie. Donc voilà, il y a tout un tas de choses que ben, le président a fait Euh, ou n'a pas fait. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de choses à critiquer. Et maintenant, il y a aussi beaucoup de choses qui sont vachement respectables dans ce qui a été développé ces 22 dernières années, depuis qu'il est au pouvoir. Je pense qu'il a quand même foutu de l'ordre. Il tient un certain nombre de choses en place. Je suis pas sûr que d'autres y arriveraient aussi bien que lui. Et puis, mine de rien, bah, la Russie s'est relevée après ce qui était l'équivalent d'une guerre socio-économique, les années l'équivalent 90. d'une guerre sur le plan socio-économique, hein. Les Je années parle 90, c'est ça, c'était terrible. criminalité de Pas tout le monde le sait fou, le chez moi. chaos, bah ouais. Mm. Les gens ne se rendent pas compte en Europe. Euh, Mais donc voilà, on est. moi, je fais pas de politique à ce niveau-là. C'est juste que je défends ni l'un ni l'autre. Il y a des bons points et des mauvais points de part et d'autre. Par contre, pour celui qui veut vivre en Russie et puis développer un business, bah, qu'il soit prêt, que ce soit vachement rock'n'roll et puis que ce soit unique au quotidien et puis très risqué. Mais bon, c'est ce qu'on dit depuis des années. Gros risque, mais grosse récompense aussi si ça passe. Mais Ouais, considérant tout ça, ouais, moi j'ai plus trop envie de rester. Et puis pour revenir à ta question initiale de dire est-ce qu'on vit mieux en Russie, en ouais. Suisse, Et pour un salarié ou aussi, est-ce qu'on parce que gagne mieux? tu parlais du point de vue de l'entrepreneur, et du point de vue du salarié, qu'est-ce que tu en penses? Les salaires sont assez bas en région notamment, Mais mais le coût ça de la dépend, vie encore une est également fois. plus bas. Si tu veux faire l'opérateur, des trucs simples, bah, tu vas pas gagner des masses. Si tu arrives à combiner des skills assez rares et puis Ouais. être connu. Moi, j'ai un pote qui avait fait 2 ans à l'université de Melbourne ou Sydney, je sais plus, et puis qui était revenu. Il tenait pas en place, il était curieux de tout, c'était un bon vendeur. Bah, très rapidement, il est allé sur des postes à responsabilité en tant que salarié dans des grands groupes, et puis il touchait 120, 150 000 roubles, ce qui lui permettait de vivre très très bien. Ouais, ouais, Maintenant, ça vient c'est avec des cool. responsabilités assez lourdes. La bureaucratie au sein des grands groupes, c'est aussi la folie en Russie, ce qu'il me racontait. Juste pour Ouais. faire un achat pour son département, il devait remplir une tonne de paperasse, c'était la folie. Aussi pour son engagement, aussi pour son licenciement, enfin voilà. De ce point de vue-là, en Suisse, c'était quand même vachement Plus simple. plus stable, puis c'est Mm. plus équilibré, je dirais. Mm. Ok. Et pourquoi tu recommanderais Samara en dehors de l'aspect business? C'est une ville assez Je peu connue chez recommanderais nous, je pas pense. Samara. Non? C'est Finalement, tu prends n'importe laquelle des 10 ou 15 villes d'1 million d'habitants ou plus, et puis c'est plein d'opportunités. Là où il y a du monde, il y a du business à faire. Mm. Et je disais, au-delà de l'aspect business, pour quelqu'un qui veut visiter ou passer un petit bout de sa vie, t'en as Ouais, retenu non, quoi de Samara? rester à Moscou, à Ok. Saint-Pêtre. Si vraiment t'as l'âme du pionnier, et puis t'as envie de défricher, et puis d'aller un Ouais. peu où c'est sauvage, ok, alors vas-y. Mais Samara, on était dans le top 4 en 2017 des régions ouais, des régions les plus corrompues de Russie. Donc, si t'as envie de t'amuser, et puis de te faire des potes, et puis de tenir tête à tout un tas de gens, Et de revenir avec plein vas-y. d'anecdotes. Mais si tu veux un peu voir autre chose, sans te casser la santé, les nerfs, et puis aller chasser des moulins, reste à Moscou, à Saint-Pêtre, c'est Ouais, bien ça a l'air aussi, beaucoup quoi. plus simple. Ouais. Ouais, Puis tu ouais, peux ouais. toujours voyager une fois que t'es basé à Moscou. Ouais. Ça marche. Euh, Quel a été pour toi le facteur de réussite le plus important, à ton avis? On peut dire que c'est une réussite, malgré tout, ce que t'as fait. Le facteur de réussite Ah de ouais. quoi? De ton séjour en Russie? Non, non, pour revenir au business, ce que tu as entrepris. Parce qu'on, tu as dit que tu as revendu au prix que tu voulais, là ça continue à tourner. On peut estimer que Mm. c'est quand même une réussite. Tu vivais assez bien. Ah, clairement, moi, ce qui me rend le plus fier, finalement, c'est que la société
persiste et prospère Ouais. malgré le départ de ses fondateurs. C'était quand même ça le challenge, hein. On ne voulait pas vendre à n'importe qui et puis que ça se casse la gueule 6 mois plus tard. Et là, effectivement, il y a toujours notre équipe qui est en place. La personne à qui on a, plutôt le groupe à qui on a vendu, a mis ses managers, ça se passe bien. Ils continuent, ils poursuivent sur la lancée avec, comme je te dis, le troisième point de vente là en Mm. janvier. Nous, ça nous remplit de fierté de dire on a transmis ça fin mars. Ben voilà, ça fait presque un an maintenant que ça tourne sans nous Les bases et étaient bonnes. ça prospère. Ouais. Ouais. Ouais, super. Donc non, top. Et puis on est content. Les produits sont les mêmes, hein, les process c'est ceux qu'on a mis en place. Donc c'est une grande fierté. Et maintenant, le premier business, ben, on l'a fermé et puis il n'y a rien qu'à perdurer. Et puis ça a été un immense crève-cœur. Donc maintenant, est-ce que c'est un échec ou pas? Oui, moi je l'ai un peu vécu comme un échec. Puis en même temps, ça m'a appris tellement de choses que maintenant je suis autrement plus incisif et puis efficace dans ce que je fais au quotidien quand je crée quelque chose. Mhm. Et donc le facteur de réussite, c'est le fait de mettre les mains un peu partout, de se plonger dans la formation, d'être persistant, tu dirais ça? Donc, toi, tu parles de facteur de réussite. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça réussisse, Ouais, quoi? ouais, qu'est-ce que... C'est une question, pour être honnête, qu'on m'a transmise. Je te la transmets. Mais ça peut être Qu'est-ce intéressant. qui- qu'est- qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir en Russie, quoi, dans son business? Ouais, pour Si je toi, dans ton expérience, ouais. paraphrase. Ouais. Ouais. Bon, c'est clair. Moi, je suis convaincu pour la fromagerie en tout cas que ça devait partir de mon impulsion, à savoir que je sois à la prod et que je maîtrise tous les process. Mhm. Parce que quand même souvent, on a l'attitude en Russie du oh, ça marche pas, je sais pas quoi faire, ou bien c'est la faute à un autre, et puis finalement on se cache derrière des excuses à la mort moelle. Si toi t'es passé par là, si toi t'as fait le job, bah, tu peux dire non gros, ça m'est déjà arrivé, j'ai réglé comme ça. Donc maintenant tu y vas, tu retrousses les manches et puis tu fais. Ouais, ouais. C'est quelque chose que j'aurais moins besoin, ou je pense que je mettrais moins d'emphase là-dessus en Suisse, parce qu'il y a quand même un peu plus souvent la can do attitude de dire je cherche à relever le défi par mes propres moyens au lieu d'aller pleurer à la direction rapidement puis d'attendre qu'on me dise comment faire quoi. Donc ça Ok. c'est un truc ouais dans les facteurs clés de réussite dire que toi tu sois passé par toutes les casquettes, tous les process avant de créer des jobs, d'engager des gens puis de leur confier ses responsabilités. Mhm. Mais je pense que ce que je dis c'est une affaire de bon sens aussi pour beaucoup d'entrepreneurs qui ont fait la même chose. Tu peux difficilement finalement engager quelqu'un si tu sais pas exactement ce que tu attends de lui, puis ce que ça implique, puis que les compétences doivent être Ouais, mobilisées pour le faire. je vois. Et tu parlais de l'autre business, donc c'était le développement de business en Russie, c'est ça, à Samara, qui a été un Consulting, ouais, on échec. a, Le consulting, ouais. bah, oui, non, si tu veux. Donc c'était un cabinet de consulting privé, mais qui était au départ pour la phase d'amorçage soutenu par l'État de Neuchâtel. Il y avait trois piliers d'activité ou de service. C'était les études de marché pour savoir on va pas. Il y a un marché, oui, mais ok, de combien, comment on l'approche, quels sont les concurrents, sur quelle gamme de prix on se fixe, enfin, voilà, quelles sont les modalités d'approche de ce marché. Donc, c'était la première catégorie de services qu'on faisait, des études de marché, go, no go, et si go, comment. La deuxième, c'était le développement commercial, donc soit trouver des distributeurs, des partenaires avec qui faire l'import et puis la distribution, après ils se débrouillent sur le Mhm. pays. Soit développer des premiers cas de référence pour des startups ou des nouveaux produits, soit d'engager des sales dans notre entité juridique en Russie, mais qui serait pilotée par la Suisse pour la prospection directe. Donc voilà, il y avait plusieurs modèles pour développer les ventes, quoi, grosso modo. Et le troisième pilier d'activité ou de service, c'était l'enregistrement de l'administration de filiales. Donc pour des groupes qui savaient déjà, qui avaient déjà des activités avec la Russie, qui voulaient les renforcer, en ayant une entité juridique pour raison X ou Y pour mieux servir leur marché. Donc créer la société, Mhm. l'administrer, la staffer, etc. Donc on a fait ça et on a eu des clients dans chacun de ces piliers d'activité, certains avec plus ou moins de succès, il y en a qui sont toujours sur le marché et qui ont réussi à faire des affaires intéressantes. Il y en a d'autres, bah, essayaient pas plus, au moment ils sont fixés et puis voilà, ils ont fait un trait sur ce marché. Donc c'était hyper riche, hyper intéressant, mais en même temps, la société elle est partie d'une impulsion politique. Et Mhm. au final, moi, je l'ai vécu comme un échec dans le sens où, oui, on a fait une cinquantaine de projets sur 5 ans, c'est quand même pas mal. Ouais. Certains avec vraiment des beaux résultats. Mais au final, j'ai toujours été un peu le cul entre deux chaises à devoir satisfaire une volonté politique avec tout un tas de contraintes administratives et puis des gens qui me suivaient pas forcément alors que j'avais besoin qu'ils soient plus réactifs et puis plus dynamiques. Mhm. Et de l'autre côté, ben, l'injonction de rentabilité et puis de refaire du projet et puis que ça pulse et puis quitte à aller en dehors
des services ou du cœur de cible qui avait été initialement retenu. Typiquement, d'être censé faire qu'avec des PME neuchâteloises au début. Tu fais pas tourner un Swiss Center juste avec des PME neuchâteloises. Alors, faut revoir le business model, quoi. Et puis tout ça à contre-courant, finalement, avec une dynamique géopolitique entre la Suisse, l'Europe en général et la Russie qui se détériorait d'année en année. Donc c'est dire, je dirais que c'est un semi-échec, un semi-succès. On a fait des belles choses, mais on a aussi quand même dû fermer. Alors il y avait la pandémie qui nous a vraiment mis à genoux, mais je pense qu'à terme on l'aurait quand même fermé. En tout cas, moi Mm. j'aurais fini par jeter l'éponge parce que c'était une lutte au quotidien de rester à flot et puis ouais, de faire avancer des projets, quoi, avec beaucoup de solitude. Donc voilà. Mais je regrette pas qu'on l'ait fait. Et encore une fois, ça n'a pas marché exactement comme on a prévu. Ça a été énormément de luttes, mais qui Ouais. rendent plus fort pour celui qui en est sorti Ouais, qu'est-ce qu'on te sans trop de ressort? dégâts, quoi. Mm. Bah, encore une fois, résilience, Ouais. il y a des choses où je mettrais pas du tout la même emphase, où je prendrais d'autres priorités, où je prendrais d'autres chemins que ceux que j'ai pris à l'époque. Il y a aussi toute l'aspect du développement personnel. Je pense que les entrepreneurs, que tu démarres, il y en a beaucoup qui doivent passer d'une mentalité de salarié à une mentalité d'entrepreneur, une mentalité de, ouais, finalement, j'ai telle petite zone ou telle zone de responsabilité dans le cadre d'une grande entreprise qui prend plus de risques et qui me couvre par rapport Ouais. à ces risques, à un truc où tu dis, bah non, je mets les moyens, je prends ce risque, et puis ça marche tant mieux, ça marche pas tant Mm. pis. Et puis tu as une pression, puis un drive qui est complètement différent que quand tu es salarié, quoi. Mm. Donc Ouais. ça, le premier business, ça nous a permis, en tout cas moi, ça m'a permis de sortir vraiment de cette mentalité de salarié. Ah, ok, ouais. Et dans le cadre de ce consulting, quelle était la plus belle histoire, si t'as pas d'accord de confidentialité avec les boîtes? Alors, je crois pas que j'en ai qui sont encore valables, donc je peux parler assez librement. Ok. Écoute, il y en a plusieurs, mais ce que je trouve marrant typiquement, c'est que dès 2015, quand il y a eu cet embargo, Mm. on a eu une délégation d'Italiens et de Suisses fromagers qui voulaient faire une entreprise de fromagerie en Russie. Parce qu'ils voyaient bien que ça allait libérer des bouts Ah de ouais. marché gigantesques et puis que la tendance serait à produire local finalement. Et 2015, on est allé voir et tout. On avait discuté avec un gars, d'ailleurs un maire qui voulait gratter une partie du capital en échange de ressources administratives, comme ils appellent ça. Donc, grosso modo, je fais tout pour que tu sois tranquille, mais tu me files 30% de la boîte. Ah, rien Alors que ça. voilà, c'est une pratique courante, hein. Ouais, ouais, ça va, t'es pas trop gourmand, 30%, c'est encore correct. Et finalement, on a fait toutes ces démarches, déjà un premier business plan en 2015. Et heureusement on n'est pas allé de l'avant, parce que c'est une fois que ce maire a dévoilé ses cartes Pardon. qu'on a dit, écoute, t'es gentil, mais enfin, voilà, on va aller voir une autre région. Puis Mm. après, on a laissé ce projet en stand-by pendant quelques années. Si on l'avait fait en 2015, ça aurait été beaucoup trop tôt, parce que la production de lait en Russie était ridicule et la qualité du lait permettait pas de faire des fromages, surtout pas en région. Ça aurait C'est été étonnant ça. simplement physiquement impossible. Il aurait fallu sourcer les vaches, et puis après sourcer le fourrage, et puis après faire la ferme, l'exploitation déjà pour la production de lait, et puis Mm. ensuite faire la transformation, ce qui aurait été un cauchemar administratif et puis entrepreneurial. Tu vois, moi je le souhaite à personne. Il y en a un qui l'a fait à Moscou, il a vécu 2 ans dans une roulotte. Ah, maintenant il roule en Ferrari, mais enfin ça a été trash, quoi. C'est qui? C'est quelle Et entreprise? Oleg Sirata, c'est une superstar au niveau national, puis il a pris des positions politiques aussi pour la substitution des imports, et puis je pense qu'il y a tout un tas Ok. d'arrangements à ce niveau-là. Mais enfin, au début, il était informaticien, il avait sa boîte, il a tout vendu pour aller faire du fromage Ah dans ouais. la banlieue de Samara, quoi. Et ben ça, c'est marrant parce qu'il y a eu cette impulsion en 2015 avec le Swiss Center Samara, et en 2020, avec un des fromagers qui était là en 2015, on a remis le métier à l'ouvrage, c'est ça qu'on dit, ou bien l'ouvrage au métier, je sais plus maintenant. On a Euh, remis, on s'est remis au boulot là-dessus, ouais. et on est allé voir des distributeurs fin 2020 pour valider le type de produit, les volumes, l'intérêt, comment ça devrait être fait, etc. Et tous les feux étaient ouverts finalement. On était prêt à se lancer. Puis après, il y a eu la pandémie. Et au final, moi, c'est à cause de ça que pendant la pandémie, étant bloqué à Samara, puis dans mon appartement, j'ai commencé à me dire, bah, je fais du fromage pour que quand on se lancera avec ce projet, bah, je puisse comprendre au niveau de la technique ce que me raconte ce fromager, puis que je puisse au mieux l'orienter, Mm. puis trouver des solutions sur place.
Et c'est en faisant ça, avec cette optique de me dire, ben, je comprendrai mieux ce qu'il va me raconter, qu'on a démarré la fromagerie, en fait, un peu par Ah, super, hasard. ouais. Un Bah, peu c'est l'aubaine un de peu la rester chez boucle est soi, quoi. bouclée, quoi. Euh, Il y Ouais, a pas mal d'histoires comme ouais, ça de gens qui se sont lancés pendant le confinement. Que ce soit sur Internet ou toi, par exemple, pas forcément sur ouais, Internet, ouais. mais Moi, je trouve profiter du ça a temps. donné aussi beaucoup de bonnes choses, quoi. Ouais, pas mal. Et vous avez eu un confinement alors à Samara aussi? Ça n'a pas été le cas partout. C'était quoi, un mois et Ouais, demi? on a eu quelque chose comme ça, ouais. 4-6 Ouais, semaines. ils ont suivi Ah, Moscou. Ouais. après, c'était pas un confinement hard non plus. Ouais. Et moi, honnêtement, si je m'étais écouté, j'étais vraiment dépité à avoir dû fermer le Swiss Center Samara quand même. C'était 5 ans d'investissement, puis de bataille de tous les instants. Hmm. Je serais rentré en Suisse. Mais comme il n'y avait plus de vol, puis qu'il n'y a rien qui fonctionnait, puis que c'était un Ah, immense ok, ouais. bordel au niveau Ça a tenu à planétaire, rien en fait. bah ouais, c'est que Parce que pour t'en avais des m'occuper, j'ai vols fait ce fromage à la maison. de Moscou, tu pouvais en trouver, hein, en passant par Ah, Moscou. c'était vachement compliqué. Et puis vas-y encore avec c'est ma femme qui est russe. Et puis Ah ouais, ah oui, non, ouais, ouais, non, compliqué, ouais. c'était très compliqué, hein. On aurait vraiment galéré pour se rapatrier à ce moment-là, quoi. Il y avait des couples Mais séparés. tant mieux, finalement, on a pu lancer ce petit business de fromagerie, puis Ah, ça, on est reparti avec une super histoire, quoi. ça a tenu à rien, c'est marrant. Un peu comme moi qui suis au final resté ici parce que mon visa a été prorogé de par la fermeture des frontières. Ouais. Ah Ça a ouais, changé pas mal d'histoires, ces fermetures de automatiquement, frontières. Ouais, c'était pas prorogé par décret présidentiel tous les visas. Pendant même ok. un an et demi, je crois, ça durait longtemps, cette histoire. C'était pratique, pas besoin d'aller-retour. Ça Ouais, marche. Ouais. Moi, je crois qu'on a fait un bon tour sur la question. Tu veux rajouter quelque chose? non, écoute, je voudrais pas décourager hein, des Français ou des francophones qui voudraient s'expatrier en Russie, mais préparez-vous les gars, Voilà, c'est vraiment pas, c'est vraiment pas simple. Ou alors à rester à Moscou-Saint-Pét si vous voulez pas trop vous compliquer la vie, quoi. Mais ça c'est marche. reste un super beau pays, un peuple vraiment top. Moi, je me suis fait des super potes. Et puis voilà, si c'est pour un temps, finalement, pourquoi pas? Ça ouvre l'esprit, ça ouvre l'horizon. Puis on voit un peu autre chose que notre petite Europe. On est souvent un peu trop nombriliste, quoi. Mhm. Ouais, Allez-y, mais faites gaffe. ça, bonne conclusion. Une dernière question. Est-ce que tu aurais un livre qui t'a marqué ou que tu recommandes le plus souvent? En lien avec la Russie, t'entends? Non, en général. Ah, en général, Ouais. ben, je sais pas, pour les entrepreneurs qui nous écoutent, mais aussi les gens qui veulent s'améliorer, moi, il y en a un qui me plaît vraiment beaucoup, c'est les 7 habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent. Où je trouve que, à l'inverse de beaucoup de ces manuels où c'est des trucs, des espèces de rafistolage, de bricolage ou de quick win qui durent pas, là, il va vraiment en profondeur, puis c'est un truc itératif. C'est vraiment un livre que je recommande, qui est assez marquant. Ça marche. Je l'ai pas lu. Je le mettrai Non, en non, description. vraiment, prends le temps, ça vaut la peine. Ok, super. Merci pour le conseil. Je pense on peut s'arrêter là. Merci beaucoup Yes. d'avoir accepté l'invitation. Ben, merci d'avoir pensé à moi. Je pense que ça a été enrichissant. Allez, salut. Et puis, à bientôt. À plus, Aurélien. Merci beaucoup à vous qui avez écouté l'épisode jusqu'au bout. Si cela vous a apporté quelque chose, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, ou de commenter et liker sur YouTube. Je rappelle à ceux qui ont vu l'épisode sur YouTube que le podcast est disponible sur toutes les applications de podcast, Podcast Addict, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, etc. Et je vous dis à la prochaine!